Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, mon invité est Essouma Long. Bonjour Essouma. Bonjour. Bonjour. C'est ça, on me dit que tu étais conteur, animateur, musicien, chanteur, danseur. Tu fais un petit peu de tout, toi. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup de titres. En fait, je fais pas mal de choses et tout ce que je pratique rentre dans le domaine du conte. OK. Parce que l'art du conte, c'est un art total en fait. Un conteur, c'est un musicien parce qu'il s'accompagne d'un petit instrument. Un conteur, c'est un poète parce que quand il conte son histoire, il met un peu de vers, un peu de rime. Un conteur, c'est un musicien. Un conteur, c'est un chanteur. Dans son conte, il peut mettre une petite berceuse qui va accompagner. Un conteur, c'est un danseur parce que de temps en temps, il peut se lever, il esquisse quelques pas de danse pour agrémenter son conte. Donc, c'est pour cela qu'il peut paraître que je sois un homme qui fasse un peu, beaucoup trop. Dans le fond, si je comprends bien, c'est l'histoire que tu racontes qui va te faire utiliser plein de formes là, Oui, artistiques au oui, travers de tout oui, ça. c'est ça. C'est l'histoire que je vais conter qui va m'amener à choisir telle ou telle discipline que je vais insérer dans mon histoire. Mais au-delà de ça, ma formation de base, c'est une formation quand même assez complexe parce que je viens des traditions africaines où on m'a appris l'art de l'oralité. OK. C'est-à-dire que surtout raconter des épopées avec un instrument particulier qu'on appelle le mvet. Donc, Je vais le te le faire mvet, répéter. L'homme vête. mvet, voilà, Vête. OK. M-V-E-T, mvet, OK. c'est vraiment un art total. On compare ça à des griots d'Afrique de l'Ouest, mais nous ne sommes pas des griots parce que nous sommes vraiment formés pour dire des histoires, pour conter des histoires. C'est des artistes professionnels au sens plein du terme. Ce qui fait que dans cette initiation traditionnelle, qu'on appelle encore formation traditionnelle, on va apprendre aux jeunes à chanter, à danser, à jouer des instruments et à raconter. Et est-ce que c'est des disciplines qui se transmettent de père en fils? Est-ce que c'est familial ou comment s'est passée ta jeunesse à ce niveau-là? Oui, ça c'est vraiment, c'est là où il y a de la différence. Dans l'art du mvet, où moi je viens, d'Afrique centrale, du Cameroun OK. particulièrement, la transmission du mvet ne s'effectue pas de père en fils, c'est pas héréditaire. OK. C'est-à-dire que ça se fait, c'est le maître qui choisit le jeune à qui il veut transmettre son art. Et il a des critères. C'est un peu comme quand on veut aller ici au cégep ou je ne sais pas à l'université, on va faire une demande d'admission et il y aura un dossier qui sera évalué par les enseignants de la discipline. C'est la même affaire qui se passe en ce qui concerne le MVET. C'est-à-dire que le maître à qui on souhaite d'être l'élève va vous évaluer, il va vous observer, il va voir comment vous vous comportez, comment vous parlez, ainsi de suite. Et parce qu'en fait, c'est un art assez délicat pour la société. L'artiste du MVET, il critique tout le monde. OK. Ouais, du plus jeune au plus vieux, du plus sage au débile, il critique tout le monde, à commencer par lui-même. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui est dans le secret de la société. Alors, si on transmet un art comme celui-là à quelqu'un qui n'a pas une certaine personnalité, il va trahir les secrets les plus précieux de la société et c'est dangereux. C'est pour ça que parfois, il arrive que le maître, de toute sa vie, il ne transmette son art qu'à une seule personne. OK. La C'est sélection est vraiment rigoureuse. minutieux, là. Tu Ouais, te sens ouais, vraiment ouais. choisi, j'imagine. Oui, 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 quand oui. J'ai eu vraiment, je dis, pour moi, c'est un trésor. Bon, sous le fait du hasard, j'ai été transmis par mon grand-père maternel. OK, par C'est ton mon grand. grand-père maternel qui m'a transmis cet art du mvet. Donc, et il est le seul à pouvoir justifier pourquoi il m'a choisi. Toutefois, j'ai eu cette chance de rentrer dans ce cercle qui est quand même assez particulier en Afrique centrale. OK. Et ça a commencé vers quel âge Ça a commencé vers quel âge? Je me souviens déjà que quand j'avais déjà eu la possibilité de m'exprimer, de pouvoir comprendre certains phénomènes de la société, dont j'ai situé ça vers 6 ans, j'étais toujours à côté de lui. OK. Et l'initiation ne commence pas directement par l'art, c'est-à-dire que par le mvet, l'instrument, je commence à jouer, tu commences à dire des histoires. Non, il commence à t'ouvrir un regard sur
le phénomène social. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Comment est-ce que tu évalues ça? Comment est-ce que tu vois ça? C'est pour ça que tout le temps, j'étais assis à côté de lui et il ne cessait de me poser des questions. Et ce que tu as vu là, qu'est-ce que toi tu en penses? Ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu en penses? Là, j'ai appris à m'exprimer et puis petit à petit, j'ai commencé à rentrer en contact avec l'instrument, rentrer en contact avec l'art avant de commencer la formation proprement dite, ou qui est une formation assez rude, parce que du matin au soir, du soir au matin, on est avec son maître. Il vous apprend toutes sortes de choses. Comment écrire une histoire, en fait, comment créer une histoire. Quand je parle d'écriture, ce n'est pas une écriture sur papier, c'est une écriture mentale, ouais, un peu morale, en fait, mémorisée, c'est ça. Donc, comment créer une histoire, comment tenir son instrument, quels sont les liens qu'il faut faire entre la fiction et la réalité. Donc, c'est vraiment une école. Je n'aurais pas pensé que c'était aussi, dans le fond, aussi pointu comme formation. Oui, il y a des choses formidables à découvrir dans cette Afrique traditionnelle-là, moi je pense. Je dis toujours ça aux gens que ce serait intéressant pour les gens qui sont surtout dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de la culture, et même dans les sciences exactes, hein, la médecine, il y a vraiment des choses incroyable à découvrir. Je vois ça un petit peu comme, pas un stagiaire, mais tu as vraiment une proximité avec ton mentor, finalement, qui t'a dit tous ses secrets, qui transmet, qui choisit la bonne personne. Pour, je dirais même que quand tu as un mentor, il devient le second parent. Parce qu'il est, on dit, il est ton parrain spirituel, oui, parce que il va influencer sur ta façon de voir le monde, à travers l'art, mais il a même des responsabilités sociales qu'il prend sur toi par rapport à tes parents. C'est-à-dire que des choses comme le mariage, par exemple, en Afrique, le mariage est une institution sacrée, parce qu'en Afrique, ce n'est pas deux individus qui se marient, mais c'est deux familles, c'est deux communautés. Ce qui fait qu'il te faut un parent, c'est lui qui va s'exprimer à ta place, qui va parler devant les parents de ta fiancée, qui va te présenter en fait, et c'est ton formateur de l'art. Parce qu'il te connaît mieux, il est la personne qui te connaît mieux. OK, c'est ça les différences de culture. Hein. Moi, je sais qu'ici, j'essayais de comparer un petit peu qu'est-ce que ça pourrait bien être là, au Québec, là, la personne qui touche un petit peu à tout dans le domaine des arts. Il y a les théâtres, là, les gens qui vont étudier à l'oratoire en théâtre, mais c'est pas aussi... ils ne touchent pas nécessairement à tout comme tu as eu la chance. Là. Oui, mais quand même, il faut dire que le Québec a eu des grands artistes, surtout dans le domaine de l'oralité. Bon, quand je dis qu'il en a même des grands artistes. Le premier Québécois que je rencontre dans ma vie, c'est en France. Et on m'avait invité à un festival de contes. À l'époque, j'étais tout jeune, j'étais vraiment pas encore aguerri dans la chose comme maintenant. C'est Michel Faubert. Michel Faubert. Michel Faubert. Je le connais sur l'écrivain ou le non, il est musicien et conteur. Michel Faubert. C'est un conteur formidable. C'est vraiment... C'est quelqu'un d'incroyable. Donc, on se retrouve en France. On a tous chacun un handicap. Oui. J'ai fait ça les handicaps parce que si vous arrivez au Québec aujourd'hui, on dira, en France, je vais dire, on dira que vous avez un accent. Ah, ben oui. Et oui, effectivement. on trouvait qu'il avait un accent et moi, j'avais aussi un accent. Ça nous a rapprochés. Et au point où il allait, il était en tournée. Et dans sa tournée, il m'a dit vraiment, bon, acceptes-tu de partager un petit moment de conte avec moi, une histoire? Oui, bon, j'ai dit, ok, j'étais à côté du grand Michel Faubert, je racontais des histoires avec lui. Et donc, il y a lui, il y a Fred Pellerin. Oui. Fred Pellerin, c'est incroyable, mais c'est un homme qui touche à tout, c'est un homme multidimensionnel, c'est un musicien, c'est un excellent conteur. Donc, il y a cette tradition-là au Québec, c'est même l'une des choses qui me fascine vraiment, parce qu'au Québec, les gens ont encore la passion d'écouter, d'entendre l'autre, de poser des questions. Tu viens d'où? Que fais-tu? Quel est ton parcours? Comment ça se passe? Ça prouve qu'il y a un besoin d'histoire, qu'on raconte l'humain. Oui, c'est vrai. Puis ça, toi, tu es arrivé au Québec en quelle année? Ça fait combien de temps? Je suis arrivé au Québec, ça fait 10 ans. Ça
fait 10 Oui, ans ça fait 10 maintenant. ans. Ouais, ça fait 10 ans que je suis au Québec. Et puis, est-ce que c'est trop indiscret de demander la raison? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici au Québec? C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Pourquoi? Parce que j'ai fait quand même, étant étudiant au Cameroun, jeune, je voyageais déjà, autant pour moi, j'allais en Occident, je retournais en Afrique. Je n'avais jamais eu comment dire ça, ce désir que beaucoup de jeunes ont d'aller s'installer ailleurs, surtout en Afrique. C'est un phénomène qui, j'espère que vous en savez, vous entendez, puisque dans les médias, on en parle tout le temps. Il y en a qui vont mourir dans la mer parce qu'ils veulent traverser, aller vivre en Europe, ce qui est regrettable. Mais ma chance à moi, c'est que depuis étudiant, et parce que je pratiquais de l'art, on m'invitait déjà dans des festivals. Okay. Je trouvais l'autre partie de l'Europe pas très vivable pour un artiste. Excusez-moi de dire ça, je n'ai rien, mais je veux dire que pour quelqu'un qui est social, qui aime le contact humain, c'était vraiment difficile pour moi. Et la première fois que j'arrive au Québec, j'ai reçu un accueil incroyable. C'est-à-dire, c'est un festival qui m'invite, je suis bien logé. Les organisateurs me disent qu'il y a une dame qui voulait que j'aille passer quelques temps avec des pensionnaires qui étaient chez elle parce qu'elle s'occupait des personnes qui avaient des handicaps chez elle. Je dis non, je suis bien ici. Le même soir, la dame est venue là où on m'avait logé. Elle est venue me parler, elle me dit s'il te plaît, je m'occupe des personnes qui ont des handicaps. On leur a dit qu'il y a un Africain qui est au festival. Et ils veulent entendre parler de l'Afrique, de la bouche d'un Africain. Je peux vous assurer que je suis allé dans ce domicile-là. C'était prévu pour une soirée. J'en ai passé une semaine. Et avant de retourner en Afrique, c'était la première fois que j'entrais dans un jeans dépôt. La dame m'a amené dans un jeans dépôt. Elle m'en a acheté 14 paires de jeans. C'est-à-dire, quand j'étais dans mon vol retour, oui. Je me disais, voilà un peuple qui semble regarder l'humain comme on devrait encore le considérer. Voyez-vous? Et je me suis dit, si j'avais la possibilité de venir au Québec, je n'hésiterais pas. On m'a invité une seconde fois et puis une troisième fois, j'ai eu la possibilité de m'inscrire pour des études. Et voilà, je suis resté et je suis dans la région. Tout va bien, tout va bien. Puis là, dans le fond, le plus difficile, j'imagine, quand tu arrives, c'est de refaire ton réseau social. Oui, ça aussi c'est quelque chose. Bon, il n'y a pas de perfection dans le monde. Hein. Et ça, c'est vraiment une difficulté, surtout pour les immigrants. Je ne sais pas dans d'autres domaines comment ça se passe, mais dans le domaine de l'art, c'est particulièrement difficile. Parce que ça fonctionne un peu comme sous forme de réseautage. Il faut qu'on soit coaché par tel, il faut qu'on soit tenu par la main par tel, pour qu'on puisse être invité dans un festival, pour qu'on puisse exprimer dans des résidences pour ce qui est du conte comme moi, et ainsi de suite. Donc ça prend vraiment, vraiment beaucoup de temps et beaucoup de travail, au point où, à un certain moment, on est au bord du découragement. On est au bord du découragement. Tu te demandes où aller cogner. Oui. Tu veux te faire connaître. Oui. Et ça, c'est gênant. Par exemple, on me pose souvent la question, c'est-tu des contes africains que tu racontes? Ça, pour moi, ça, c'est un indicateur de ce handicap-là. Okay. Non, le conte, pour moi, il n'y a pas de conte africain, il n'y a pas de conte québécois. Le conte, c'est un conte. Quand on sait le manipuler, quand on sait le manier, quand on sait le mettre en bouche, un conte, c'est une histoire que quand elle rentre dans l'oreille de l'autre, ça doit faire plaisir. Il n'y a pas de conte africain à proprement parler. C'est moi qui suis africain, voyez-vous? C'est moi l'Africain, oui, par mes origines. Et laissez-moi vous dire que présentement, quand j'arrive en Afrique, on me dit le Québécois. On t'a dit? On m'appelle Québécois. Le Québécois? Oui, on me qualifie de Québécois parce que de temps en temps, il y a des expressions du Québec qui surgissent. Parce que je suis déjà vraiment dans cette société-là, j'ai fait corps avec la société, donc j'adopte la culture du Québec, que je connais, par exemple, la région du centre où je suis au Québec. Pour ne pas exagérer, je connais pas mal de coins où je compte, où je mène des activités, que ce soit avec des jeunes ou des aînés. Donc, je commence à m'exprimer, je garde l'accent africain, mais
Si je suis avec des Africains, ils distinguent. Mais toi, tu perds le réflexe d'ici. Ce qui fait qu'on sait que je n'appartiens plus à cette société-là de façon totale. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'un jeune qui commence dans le domaine, quelle qualité il faut avoir pour être bon conteur? Il y a 3 choses. Okay. D'abord, aimer l'humain sans distinction. Et c'est cet amour-là qui va nous conduire vers la deuxième chose, l'observation de l'humain et de la nature. Et la troisième chose, c'est l'écoute. Ces 3 éléments-là, pour moi, sont essentiels. L'amour de l'humain. L'amour de l'humain, l'observation et l'écoute. Quand je suis au milieu des gens qui ne me connaissent pas, ou je ne suis pas en train de compter, vraiment, je passe beaucoup de temps à écouter et à observer. C'est là le soir que... Oui, c'est le soir que tout cela me revient. Je me dis, waouh, il y a eu telle parole qui a surgi, il y a eu telle affaire qui s'est passée. Et là, je fais donc des analogies. Puisque j'observe aussi la nature, je peux trouver que l'écureuil se comporte également comme ça. Je crée mon histoire à partir de ce que j'ai vécu. Toute histoire part toujours d'un fait vécu. Okay. Toute histoire, une bonne, part toujours d'un fait vécu. Puis, dans le fond, si on a parlé un petit peu des idoles de jeunesse, tu avais ton grand-père, toi, qui t'a formé à être conteur, mais sinon, en Afrique, je ne sais pas s'il y avait des conteurs renommés aussi. Là, Oui. Oh, en Afrique, il y a beaucoup de conteurs renommés. Vraiment, dans ma jeunesse, l'idole premier, qui est la personne qui m'a influencé, c'était mon grand-père. C'est vraiment mon grand-père maternel. C'était un artiste hors pair. C'est-à-dire qu'il pouvait être avec vous comme ça, il vous fait pleurer, il vous fait rire à volonté. Est-ce que c'était sous forme de spectacle? Non, c'est-à-dire qu'il est là comme ça, il commence à vous raconter une histoire tranquillement, il vous apporte dans toutes sortes d'émotions. Il vous redépose quand il veut. C'était incroyable. Donc, c'est quelqu'un qui était... C'était un artiste au bout des ongles. Donc, il y a lui. Et puis, quand j'ai commencé à découvrir le monde extérieur, il y avait surtout des musiciens qui m'ont beaucoup influencé. L'un des d'ailleurs un excellent conteur, c'est Pierre Akendengue. Il est d'origine gabonaise. Et puis, avec le temps, j'ai découvert des chansonniers, la chanson française que j'aime beaucoup parce que c'est du conte en fait. C'est des conteurs, des excellents conteurs. Okay. Donc, mon idole, c'était vraiment mon grand-père maternel. OK. Puis là, on parle de musique un petit peu, mais ouais. en Afrique aussi, là, des fois, je vois souvent plein d'instruments que j'ai jamais vus au Québec. Là. On est habitué avec la guitare, la basse, le drum. Là. Mais tu sais, je vois des Africains qui ont comme des instruments qu'on voit peu ici. Oui. Est-ce que est-ce que toi, je te vois avec ton instrument présentement, est-ce que tu peux nous présenter ton instrument? Ah oui, oui, effectivement, tu as raison. En Afrique, comme je disais tantôt, c'est un univers à découvrir. Hein. Il faut vraiment découvrir l'Afrique, culturellement parlant. Donc, il y a effectivement des instruments de toutes sortes avant, des percussions. On s'amuse même avec l'eau. De l'eau coulante dans des rivières, on fait des sons incroyables avec, c'est un monde fou, ça coule. Cet instrument aussi, par exemple, il est fait à base d'une carapace de tortue. Ok, oui. Oui. Ici, on l'appelle un piano à pouce, si elle le retourne comme ceci. Donc, c'est un piano à pouce. Et ça, c'est ma mère qui l'a fabriqué. Et souvent, je raconte des histoires avec. Donc, ça se joue comment, on le tient comme ceci. On pèse sur des lames comme ça. C'est ça. OK. Ça a une sonorité particulière. Ouais. C'est beau, ça. Oui, c'est ça. Super. Fait que vous, au lieu d'avoir nous, à l'école, on avait des xylophones, mais vous, ça, c'est un instrument qu'il y a plusieurs enfants qui peuvent jouer avec ça? Ou... Oui, plusieurs enfants peuvent jouer avec, pourvu qu'il ait la possibilité de l'avoir à sa disposition, il joue avec. C'est pas vendu dans des magasins, c'est des parents qui... Oui, c'est pas... Moi, dans mon village où je viens, où j'étais né, il n'y a pas de magasin. Okay. C'est vraiment un village
comment je vais qualifier ça? Je n'aime pas le mot primitif parce que ça rabaisse, mais c'est un village vraiment authentique comme à l'ancienne. Pour avoir de l'eau, on va puiser à la source, donc à la rivière coulante. Donc là où l'eau coule, on n'a même pas de forage dans ce village-là. Donc on fabrique tout de nos mains. Ce qui veut dire que nos propres jouets, moi j'ai jamais eu des jouets, le genre que c'est déjà préfabriqué. Et puis non, j'ai appris à faire moi-même mes autos, jouets autos là, avec du bambou de mes mains. Donc ça a façonné ma dextérité au niveau des mains, mon sens de créativité. C'est comme ça encore dans ces villages-là. On se fait nous-mêmes nos propres instruments avec tout ce qui est autour de nous dans cet environnement-là. Sinon, si on parle des différences entre le niveau culturel, entre le Québec puis l'Afrique, y a-t-il des choses qui t'ont frappé vraiment en arrivant ici, là? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment différentes entre l'Afrique et le Québec. Par exemple, en Afrique, le rapport humain est très important. Il est je veux dire, il est très dense. Okay. Si vous arrivez tout de suite en Afrique, je vous donne 5 minutes, vous aurez déjà des amis partout. Okay. Les gens viendront vous faire des cadeaux, des gens viendront vous donner des affaires, vous proposer sans arrière-pensée. Moi, ici, j'ai parfois de la peine à offrir quelque chose à quelqu'un. Même quand je veux le faire, il y a un gêne de la part de l'autre d'accepter, va se dire, mais tiens, non, c'est correct, vois-tu. Ouais, même si je rends un service de façon, vraiment, je suis content, va dire, bon, tiens, bon, voilà, voici $10 pour le service que tu m'as rendu. Non, moi, j'ai du plaisir à donner. Mon plus grand plaisir, c'est de sentir que j'ai donné du plaisir à l'autre. Voyez-vous? Mais le Québec a encore quand même cet avant. Au Québec, c'est mieux, hein? Je connais des pays où la distance sociale est devenue vraiment grande. Hein. Si tu te mets à cette distance-là, vis-à-vis de l'autre, là, la personne panique, elle a peur. Ouais. Oui, elle a peur. C'est triste, ça, quand même, de perdre ce côté humain-là. Oui, c'est terrible. Ouais. Bon, avec la situation qui se passe actuelle, de Covid, là, vous allez constater que pour ceux qui sont observateurs, on aura encore un... Ça va s'agrandir un peu. Ouais. Parce que désormais, si vous voyez bien, si vous approchez quelqu'un à une certaine distance, vous n'avez pas de masque, la personne... c'est ça. Oui, c'est sûr, avec la peur qu'on a avec le masque, tout ça, ça crée des distances. Hein. Espérons que pour les prochaines années, que ça va revenir. Ça va revenir, oui. Ça serait vraiment très bien pour le compte. Ça sera très bien pour le compte parce que c'est regrettable. J'ai perdu un magnifique contact que je faisais, par exemple, à Plessisville, hein. Dans des écoles, surtout avec des aînés. Okay. J'ai fait un projet de 4 ans, ou même plus, hein, avec, bon, c'est sans publicité, je ne sais pas si je peux citer l'organisme. Oui, c'est le Centre d'action bénévole de l'Érable. C'est un projet avec des aînés. Je faisais des ateliers d'écriture. Oh, c'est l'une des meilleures activités que j'ai faites ces dernières années, avant le Covid. Des histoires incroyables. Les aînés, pour moi, c'est une mine d'or. C'est-à-dire que ce que j'ai appris à travers ces ateliers, c'est-à-dire les informations que ces aînés m'ont données, je ne sais pas si en lisant les livres, j'aurais eu ça en lisant 2 ans. Non. Ouais, c'est une richesse comme ça. C'est une richesse incroyable. Incroyable. Et non seulement ça me permet de m'enrichir moi-même, de connaître comment la société fonctionnait, ça m'a permis également de voir l'évolution du Québec de façon globale. J'ai dit, waouh, en 60 ans, le Québec est parti de là à là. Par exemple, une idée qui me vient, une histoire qui me vient comme ça, de façon subite, c'est que c'est l'arrivée de la télévision. Puisque nous sommes à la télévision, il faut bien rendre. C'est la bonne place pour en parler. Oui, c'est la bonne place pour en parler. C'est que lorsque la télé arrive, ce n'est pas tout le monde qui avait la télé. C'est pas tout le monde qui avait la télé. Et c'était noir sur blanc. Il y a eu une évolution. Surtout les mamans, les mères de famille à l'époque, parce que c'était de nombreuses familles, elles pensaient que l'image qu'il y a derrière l'écran, c'est que les gens qui parlent derrière l'écran la voient, elles. Ce qui fait qu'avant de partir son téléviseur en soirée, parce que la télé avait commencé à fonctionner dans les après-midi, apparemment, selon ce que ces gens disaient, elle prenait le temps de se maquiller.
de se rendre belle, de mettre sa belle robe, parce que les gens qui sont derrière l'écran vont la voir. Il ne faut pas qu'elle soit peu présentable. Il faut qu'elle soit très belle. Donc, j'ai dit, waouh, voyez-vous? Ah oui, il y a quelque chose de fascinant. Écoute, excuse-moi, le temps nous file, je te dirais, j'écoute ta vie, c'est super, il y a plein de choses à retirer de tout ça. Puis si je te laisse le mot de la fin pour la passion, si tu parlerais à un jeune qui voudrait se lancer dans un art quelconque, qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme message? Oui, ce que je dis, c'est seulement de s'accrocher, s'accrocher à sa passion. Et quelles que soient les difficultés, de toujours chercher le côté positif de la difficulté. Actuellement, l'art, c'est très difficile de rentrer là-dessus et de devenir une vedette, de se faire des sous tel qu'on le souhaite. C'est vraiment la passion qui nous amène là-dedans. Il faut supporter, le reste va venir avec le temps. Le reste vient avec le temps. Mais toutefois, je pense que ça fait partie des plus beaux métiers qui soient. Toutes les fois qu'on donne le sourire à l'autre, c'est vraiment la plus belle chose à faire. Le plus beau des salaires. Le plus beau des salaires. Super. Ben, sur ces beaux mots, je te remercie beaucoup, Souma, puis ça fait un plaisir de t'avoir dans nos studios. Je vous remercie.